Salut à toutes et à tous, moi c'est Sylvain, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Hype. Je suis ravi d'être avec vous pour cette première émission. Si vous n'étiez pas encore au courant, si vous n'avez pas vu les teasers balancés toute cette semaine, sachez qu'on sera présent normalement tous les mardis soirs pendant à peu près 1 heure. Et il sera question de sport US et plus particulièrement de NBA, MLB, NHL, NFL et MLS. La MLS compte aussi pour nous. Que vous soyez dans les transports, au bureau, en pause déj, vous aurez l'occasion de rester connecté à vos sports préférés. Et si jamais vous n'êtes pas disponible à ces moments privilégiés, vous aurez aussi l'opportunité de réécouter l'émission, puisqu'on est présent sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, YouTube, SoundCloud, Deezer, iTunes, etc. etc. Parlons un peu principe de l'émission. Écoutez, il est simple, l'idée est de vous faire découvrir les sports US et de vous permettre de les apprécier et de les vivre au quotidien. Chaque semaine, on tablera sur 5 thèmes les plus hype de l'actualité et ces thèmes-là seront décryptés par nos journalistes consultants. On aura aussi l'opportunité d'avoir des ITV et des interviews. Bref, vous l'avez compris, on va tenter de vous mettre en prise directe avec les ligues nord-américaines. Nos consultants aborderont tous les sujets, qu'ils soient liés aux athlètes, aux franchises, aux dirigeants, aux coachs et aux communautés US, sport business, voire même sur le plan politique, on essaiera de vous décortiquer un petit peu tout ça. L'objet aussi de ce podcast, c'est de vous proposer des contenus exclusifs. On aura, via l'apport de nos consultants sur place, l'opportunité de vous faire des petits reportages, voire d'avoir des joueurs en interview, soit en direct, soit en léger différé. On vous dira tout ça. Et l'autre point qui nous tient à cœur, c'est d'avoir un invité à chaque fois que l'actualité se fera sentir ou l'opportunité se présentera. On essaiera d'avoir un invité sympathisant des sports US ou qui vit aux États-Unis, voire même un ancien sportif qui aurait évolué dans la ligue. Bref, un programme assez dense et assez riche, en tout cas la promesse est assez dense et on essaiera de la tenir chaque semaine. Voilà, en tout cas on espère que ça vous plaira. Et que vous serez fidèles à nous suivre chaque semaine. Il est temps pour moi de présenter l'équipe qui m'accompagnera sur ce podcast. Le premier étant Charles Trognon, spécialiste de la NHL. Salut Charles. Comment vas-tu Charles ? Bonsoir Sylvain, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va, merci. Pour nous, tu seras donc le chroniqueur consultant de la NHL, c'est bien ça ? Yes, exactement. Ok, super. Écoute, merci d'être parmi nous, d'avoir rejoint l'aventure. Merci d'avoir pensé à moi surtout et voilà, projet très excitant. Pour la MLS, on a l'immense honneur d'accueillir Frédéric Piquion, international français, passé par Lyon, Saint-Étienne, West Ham, et je crois même que tu es passé par les États-Unis, Fred, c'est bien ça hein ? Exactement, bonsoir à tous, oui. Par le Portland, les Timbers de Portland. Ok, et c'est pas le club, c'est pas ton dernier club, hein. Je crois que tu es passé par l'Inde. Hein. Non, ouais, après je suis revenu en France, j'ai joué à Créteil en Ligue 2, et ensuite j'ai terminé ma carrière en Inde, effectivement. Et franchement, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette aventure. C'est un honneur pour nous de t'avoir, frère. En tout cas, merci d'avoir rejoint l'aventure. Pour la NFL, il est la voix du Red Zone sur beIN Sport, l'une des voix du Red Zone sur beIN Sport. Peter Anderson est avec nous. Salut Peter. Salut Sylvain, salut à tous, comment ça va ? Écoute, ça va, merci. J'ai une première question pour toi. Ravens ou Patriots ? Plutôt Ravens. Lamar Jackson, c'est vraiment un sacré phénomène et je pense qu'on en reparlera dans Hype justement. Yes, tout à fait. La MLB, c'est Gaëtan qui est là pour nous ce soir. Salut Gaëtan, il est rédacteur pour The Strikeouts notamment. Salut Gaëtan. Salut tout le monde et puis merci Sylvain de donner l'occasion au baseball de pouvoir faire parler un petit peu de lui avec mes camarades, mes teammates de The Strikeout. On est très heureux de participer à ce projet.
Il a vu l'ascension des Warriors et les 3 titres remportés par la bande de Steph Curry. Il est en train d'assister au décès des Warriors, malheureusement pour lui. Melvin qui sera donc notre consultant NBA pour Hype. Comment vas-tu, Melvin? Ça va très bien. Salut à toi, salut à tout le monde. Ravi d'être avec la team Hype pour parler de l'univers NBA et pour parler d'autres choses que des pauvres Warriors. Melvin, je crois savoir que tu es aux États-Unis, hein, c'est bien ça, hein? C'est ça, j'habite à San Francisco et je couvre la NBA pour Basket USA depuis maintenant 8 saisons. Ok, donc grâce à toi, on pourra profiter de quelques exclus, quelques ITV, avoir éventuellement des Français à l'antenne. Écoute, on touche du bois, mais ce sera avec plaisir, ouais. Ok, bon, on verra ça, on s'en reparlera. Voilà pour la présentation cette fois-ci complète de l'équipe de Hype Sport Media. On va commencer tout de suite par un premier tour de table. L'idée étant de situer un petit peu toutes les ligues, leur fonctionnement et d'avoir une vraie overview de la manière dont c'est établi là-bas. Je vous propose Charles, je te propose même de commencer par la NHL, nous expliquer comment ça marche, quelles sont les franchises leaders, les stars du moment. Ok, ça marche. Bon, je vais pas vous faire tout un historique complet parce qu'on pourrait en avoir pour des heures. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, la NHL a été créée vers 1917 avec 6 équipes. Elle est composée à ce jour de 31 équipes, divisées donc en 2 conférences, l'Est et l'Ouest. Et ces conférences sont elles-mêmes divisées en 2 divisions, l'Atlantique et la métropolitaine à l'Est, la Pacifique et la Centrale à l'Ouest. Pour se qualifier en play-off, les divisions sont extrêmement importantes puisque les 3 premiers de chaque division sont qualifiés. Et en plus de ces équipes, il y a 2 places supplémentaires attribuées par conférence. On les appelle les équipes invitées. Ce sont les 2 meilleures équipes restantes par conférence. Alors donc, lorsque vous êtes qualifié en play-off, les 4 premiers de division affrontent les 4 équipes donc invitées et les 2e et 3e de division s'affrontent. J'espère que c'est pas trop compliqué. Pour l'instant, ça va. Alors, ouais. Alors évidemment, les équipes de la conférence Est s'affrontent entre elles et de même pour les équipes de la conférence Ouest. Pour passer un tour, c'est le même système qu'en NBA. Il faut gagner 4 matchs et s'il y a nul dans une confrontation en play-off, et bien donc on va aller en prolongation. Et des prolongations qui vont se jouer à 5 contre 5, alors qu'en saison régulière, ça se joue à 3 contre 3 avec un système de but en or. Et là aussi, il y a une différence avec la saison régulière, c'est qu'on va jouer jusqu'à ce qu'il y ait un but inscrit. Donc un match peut durer longtemps, très longtemps en play-off, alors qu'en saison régulière, on joue 5 minutes de prolongation et s'il n'y a pas de but, on fait des tirs au but. Les tours passent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une équipe par conférence. La dernière équipe restante à l'Est affronte la dernière de l'Ouest et l'équipe qui remporte cette confrontation remporte la Coupe Stanley. Il y a 82 matchs par saison, par équipe. La saison commence début octobre, se termine aux alentours de mi-juin. Les équipes favorites cette saison, il y en a beaucoup. Le niveau est extrêmement homogène en NHL, mais je vais essayer de vous en donner 2. Allez, par conférence. Alors je donnerai Saint-Louis à l'Ouest. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui a remporté le titre la saison dernière. Ils ont remporté la Coupe Stanley face aux Bruins de Boston. L'Avalanche également, l'Avalanche du Colorado est une équipe jeune, extrêmement talentueuse et qui s'en sort très bien récemment malgré de gros noms absents. Et à l'Est, les Capitals de Washington qui ont remporté la Coupe en 2018 et les Bruins de Boston, donc finalistes la saison passée. Et pour parler des stars, là stars, aussi, ouais. il y en a Quel beaucoup. est le Lamar Jackson de la NHL là? Si vous devez retenir un nom, retenez Connor McDavid. Déjà dominant, malgré ses 22 ans seulement, il a déjà été élu 2 fois par ses pairs comme meilleur joueur de la Ligue. Puis après, il y a d'autres stars, c'est un petit peu l'opposition entre les plus jeunes et les plus vieux. Comme plus vieux, il y a il y a Sidney Crosby, si on peut l'appeler vieux, parce qu'il a 32 ans, mais lui, beaucoup plus de titres, puisque Connor McDavid n'en a pas remporté, mais Sidney Crosby en a remporté 3, mais il y a aussi des Alexander Ovechkin, lui c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire, mais qui joue encore actuellement et qui a remporté un titre donc avec les Capitals de Washington en 2018. Ok, c'est très très complet et même compréhensible. Merci Charles. Fred, on te donne la parole pour la MLS. Ouais, alors pour la MLS, les amis, la MLS a été créée le 17 décembre 1993.
Donc c'est vraiment un championnat hyper récent. Alors généralement, le championnat se déroule sur une année civile, c'est-à-dire que généralement le premier match c'est la première semaine de mars et qui se termine à peu près fin novembre. Et après il y a les playoffs. Les playoffs se déroulent comme ceci. Les 6 premiers sont qualifiés pour les playoffs de chaque poule. Donc il y a une poule à l'est et une poule à l'ouest, bien entendu. Et donc le premier et le deuxième de chaque poule sont directement qualifiés pour les demi-finales. Et ensuite le troisième joue contre le 6e et le 4e contre le 5e sur un match. Ensuite pour les demi-finales, ça se joue aussi sur un match. Donc le deuxième rencontre le gagnant du 4e, 5e, et le premier rencontre le gagnant du 3e, 6e. Et ensuite se joue sur une demi-finale, sur une confrontation, pardon. Et ensuite il y a les finales. Donc la finale par contre se joue sur un match aller-retour. Donc ensuite on a donc le champion de l'Est et le champion de l'Ouest. Et ensuite il y a la grande finale pour déterminer le champion de la MLS. Ok, j'ai une question pour toi, Fred. Ça en est où la MLS aujourd'hui? Est-ce que c'est une ligue qui progresse au moins dans son attractivité et dans son intérêt? Alors, c'est une ligue qui progresse énormément parce que aujourd'hui, ils ont doublé le salary cap. Donc le salary cap, c'est chaque équipe en fait avait à peu près 4 millions de dollars pour effectuer son équipe, plus 3 designer players, où là on pouvait atteindre des salaires vertigineux. Mais là ils ont augmenté, donc ils ont doublé ce salary cap à 8 millions de dollars, et donc aujourd'hui on peut avoir des transferts à 15-20 millions d'euros sur des équipes de MLS. Wow. Ouais. Donc ça progresse. C'était pas le cas il y a encore. Ça progresse énormément. Quelques saisons. Ok, merci beaucoup Fred. Je vous propose de passer à la NFL avec Peter. Même question, Peter. Où est-ce qu'on en est? Je sais que la saison bat son plein. Comment fonctionne la NFL? Quelles sont les stars, les franchises qui cartonnent cette saison? Alors pareil comme Charles, je vais faire un rapide petit historique. Le début du football organisé aux États-Unis, c'est donc en 1920, mais une date importante, c'est un peu plus tard, c'est en 1966. À cette époque-là, on a alors 2 ligues. On a la NFL, oui, mais qui n'est pas encore la NFL comme on la connaît aujourd'hui. On a l'AFL, 2 ligues en concurrence qui vont décider de fusionner et de créer une finale qui va affronter la meilleure équipe de chacune de ces 2 ligues. On appelle ça le Super Bowl, bien sûr. Et c'est le début de l'ère du Super Bowl. La fusion va être officielle en 1970. Les conférences donc deviennent l'AFC et la NFC. On a alors 26 équipes. On va passer à 32 équipes. En 2002, 32 équipes, c'est toujours le cas aujourd'hui, dans une saison où chacune de ces équipes dispute 16 rencontres, 17 semaines de compétition, puisque chaque équipe a une semaine de repos. Et puis comme en NHL, les divisions sont importantes, puisqu'on a donc 4 divisions dans l'AFC, 4 divisions dans la NFC, Est, Ouest, Nord, Sud à chaque fois. Les 4 vainqueurs de division se qualifient, et puis ensuite les 2 meilleurs bilans qui prennent ce qu'on appelle les wild cards. Ensuite, les playoffs se disputent d'une façon un peu spéciale. On a d'abord 4 équipes qui vont être au repos, les 2 meilleurs bilans de chaque conférence. On va avoir 4 matchs lors du premier week-end, le wild card week-end. Les vainqueurs de division jouent à domicile. Ensuite, les 4 vainqueurs affronteront les 4 équipes qui étaient au repos lors du divisional round, deuxième week-end des playoffs. Et ensuite, les 4 vainqueurs disputent les 2 derniers matchs, les finales de conférence championship, avant le Super Bowl qui est disputé 2 semaines après les finales de conférence, puisqu'entre les 2, il y a le Pro Bowl, l'équivalent des All-Star Games en NBA, en NHL et en MLB. Et puis le champion en titre, on le sait peut-être, ou pas d'ailleurs, ce sont les Patriots qui ont gagné 3 des 5 derniers Super Bowls avec bien sûr Tom Brady, 6 titres, Tom Brady, bien sûr, 6 titres au total pour les Patriots, la franchise numéro 1, même si on pense aux 49ers, aux Cowboys ou aux Steelers, d'autres franchises historiques et qu'on connaît bien. Et puis parmi les stars, tu l'as dit, Lamar Jackson, c'est le phénomène cette saison avec les Ravens qui font office de favoris aux côtés des Patriots MVP, et des Chiefs futur MVP, dans la FC, MVP
je pense, après la victoire contre les 49ers, en plus, là, ce week-end, Lamar Jackson a pris une très très sérieuse option. On a eu Patrick Mahomes l'année dernière, on a Lamar Jackson cette année, une belle nouvelle génération de quarterbacks dans une ligue très ouverte, hein, vraiment. Il y a plein de favoris, que ce soit dans la NFC ou dans l'AFC. Certes, les Patriots gagnent souvent, mais c'est toujours très ouvert, très disputé. Très très spectaculaire aussi. Bien sûr. Regarder régulièrement des matchs, c'est très ouvert et très spectaculaire. Merci beaucoup Peter. On enchaîne sur la MLB avec Gaëtan. T'écoutes Gaëtan, où est-ce qu'on en est avec la MLB actuellement? Alors, si on doit faire l'histoire, je pense qu'il faut prendre à peu près une demi-journée pour essayer de balayer rapidement, mais on va essayer de faire ça en quelques minutes. Ouais. La MLB, c'est le sport, c'est peut-être le sport moderne le plus ancien au niveau professionnel, hein, puisque la date de naissance de la MLB, c'est la National League en 1876. Alors effectivement, le baseball est devenu le sport national à la sortie de la guerre de sécession. Et dans le pays capitaliste des États-Unis, forcément, très vite, c'est devenu professionnel. Et ensuite, le baseball a régné sans partage sur le sport américain jusqu'aux années 70. C'est le national pastime, c'était le sport roi. Mais dans les années 70, c'est la concurrence du football américain qui justement a pris la place de sport numéro 1. Et aujourd'hui, le baseball reste un sport très particulier pour les Américains et toujours une puissance financière, hein, puisque c'est la deuxième ligue après la NFL au monde en termes de puissance financière. Alors la MLB, comment aujourd'hui elle s'organise? C'est deux ligues majeures, la National League et l'American League, avec à l'intérieur depuis la fin des années 60 trois divisions, Est, Ouest, Centrale. La saison se déroule sur 162 matchs. Ça commence généralement fin mars, début avril. Ça se termine au 30 septembre avec une coupure début mi-juillet. C'est le All-Star Game et le Home Run Derby. Et ensuite, on enchaîne sur les playoffs. Alors pour se qualifier en playoffs, il faut être soit champion de division ou, si on n'est pas champion de division, faire partie des deux meilleurs bilans de chaque ligue. Ces deux meilleurs bilans, ce sont les wildcards. Elles s'affrontent dans un match couperé et le vainqueur rejoint les Division Series, qu'on pourrait dire les quarts de finale de la MLB. Ensuite, on a les finales de ligue, les Championship Series, et chaque vainqueur de ligue se retrouve dans les fameuses World Series. Alors pour gagner chaque match, il faut en Division Series gagner 3 rencontres, en finale de ligue et en World Series, il faut gagner 4 rencontres. Généralement, les playoffs prennent tout le mois d'octobre. Parfois, ça peut mordre sur début novembre. Concernant les équipes phares, on va parler forcément des champions, puisque la saison s'est terminée il y a quelques semaines. C'est les Washington Nationals, anciennement Expo de Montréal. Ils ont gagné leur premier titre. L'équipe phare de ces dernières années, c'est les Houston Astros. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, bien entendu, on a les franchises mythiques. La première, je vais dire, hein, c'est mon équipe, je suis fan. C'est les Yankees de New York. 27 World Series, première puissance financière du baseball. C'est également actuellement le 3e club le plus cher au monde. C'est l'équipe de Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Joe DiMaggio, donc les plus grandes légendes du baseball. Et puis derrière, on a les Red Sox de Boston, leurs rivaux éternels. C'est la plus grande rivalité du sport américain, une des plus grandes du sport mondial. Et puis ensuite, on peut enchaîner les Dodgers, les Cubs, les Cards. Beaucoup d'équipes qui ont vraiment marqué l'histoire de la MLB, l'histoire du sport américain et puis aussi l'histoire des États-Unis, parce que le baseball est considéré quand même comme une sorte de religion, hein, et a permis de créer certains mythes fondateurs de cette jeune nation. Et Gaëtan, si tu devais nous parler d'un nom, d'une star actuelle dans le baseball, tu penses à qui? Extrêmement compliqué, mais s'il y a un nom qui sort, forcément on va parler du meilleur joueur de baseball depuis quelques années, c'est Mike Trout. Mike Trout, c'est 3 titres de MVP. La pire année sur le vote de MVP, c'était en 2017, il a terminé 4e du vote malgré une importante blessure. C'est un joueur qui a des stats assez incroyables, qui se rapproche des stats des meilleurs joueurs de tous les temps, les Babe Ruth, les Barry Bonds. Donc c'est un joueur phare qui malheureusement
évolue dans une franchise qui évolue un petit peu dans l'ombre, parce que les Angels, c'est toujours beaucoup d'espoir et beaucoup de déception à l'arrivée. S'il était dans une équipe comme les Red Sox, les Yankees ou les Dodgers, il aurait une exposition encore plus importante. Mais voilà, c'est vraiment le joueur de la décennie pour le moment. Ok, merci Gaëtan, très très complet. Enchaînons sur la NBA maintenant avec Melvin. Melvin, la saison a commencé il y a quasiment 2 mois. Est-ce que tu peux nous faire une petite overview de ce qu'est la NBA aujourd'hui et de son fonctionnement ? Bien sûr. Donc la NBA a été créée en 1946. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la 73e saison. Il y a 30 équipes, 29 aux États-Unis et une au Canada, les Toronto Raptors, qui ont gagné leur premier titre de champion exactement en juin dernier contre les Warriors. Ces 30 équipes sont réparties en 2 conférences, donc la conférence Est et la conférence Ouest. Il y a 15 équipes par conférence et chaque conférence contient 3 divisions qui sont elles aussi géographiques de 5 équipes chacune. Donc la saison NBA, elle est répartie en 3 phases. Donc vous avez d'abord la saison régulière, donc de 80 matchs, qui se déroule de mi-octobre à mi-avril. Donc comme tu l'as dit, ça fait à peu près 2 mois ou 6 semaines que la saison actuelle a débuté. Donc la plupart des équipes ont déjà joué une vingtaine de matchs, soit à peu près un quart de leur saison. Et une fois la saison terminée, donc vous avez les playoffs qui se jouent de mi-avril à mi-juin. Donc pour vous qualifier pour les playoffs, c'est simple, ce sont les 8 meilleures équipes de chaque conférence qui s'affrontent en 3 tours au meilleur des 7 manches. Et le vainqueur de chaque conférence se retrouve en finale NBA. Et elles aussi sont jouées au meilleur des 7 manches. Et donc pour être champion, vous devez gagner 16 matchs. Donc 4 matchs au premier tour, 4 matchs en demi-finale de conférence, 4 matchs en finale de conférence et les 4 derniers matchs en finale NBA. La dernière phase... vas-y, pardon. Non, je te laisse, je t'ai coupé, vas-y. J'allais dire que la dernière phase de la saison auquel on peut ne pas penser, c'est l'intersaison, au final, où vous avez la draft donc, qui arrive en fin juin, juste après la finale, et la free agency, donc quand les joueurs peuvent décider de changer d'équipe. Et la free agency est devenue pratiquement aussi suivie que la vraie saison, notamment sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui fait que la NBA est pratiquement visible, au cœur des médias pendant toute l'année. Toute l'année. Les franchises, si tu dois m'en citer une ou deux favorites pour le titre et peut-être un favori pour le titre de MVP, tu penserais à qui ? Alors les franchises favorites pour le titre, alors d'un côté vous avez à l'ouest où c'est une conférence extrêmement relevée. Maintenant que les Warriors ne sont plus les Warriors, on est passé donc de cette domination de basket à une carte beaucoup plus équilibrée avec de nombreux duos de stars. Donc par exemple il y a les Lakers avec LeBron James et Anthony Davis qui ont commencé très fort. On va voir si ça continue parce qu'ils ont un mois de décembre qui va être un peu plus compliqué. Pour moi, le favori à l'ouest reste les Clippers avec Kawhi Leonard, donc élu MVP des dernières finales, qui arrive de Toronto, et Paul George qui a réussi à forcer son transfert du côté de Los Angeles, qui vont être très très forts et ont une profondeur de banc assez impressionnante. Et puis après, derrière, vous avez forcément James Harden et Russell Westbrook à Houston, vous avez la doublette européenne Luka Doncic, Kristaps Porzingis qui peut-être créer un peu de surprise. Et puis derrière, il y a d'autres équipes comme le Jazz de Rudy Gobert, le Denver de Jokic, qui peuvent un peu s'inviter à la course au titre, ou du moins à la course à la couronne de l'Ouest. Et à l'Est, c'est un peu moins dense. Il y a 2 grands favoris, en tout cas 2 favoris avant la saison. On avait les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, le MVP de la saison dernière. Bien sûr, ouais. Exactement, qui eux ont commencé la saison très fort. Ils sont en tête de la conférence et ils viennent de gagner. Ils sont sur 12 victoires de suite. Et le deuxième favori à l'Est, c'était les Sixers de Joel Embiid et de Ben Simmons. Eux ont commencé un peu moins fort, mais c'est une équipe qui peut être très dangereuse. Et derrière ça, on a les Raptors qui ont perdu Kawhi, certes, mais qui voient l'éclosion de Pascal Siakam, qui était déjà élu comme joueur ayant le plus progressé la saison dernière, et qui est en train de prendre une autre dimension cette année. Donc il faudra garder un œil sur eux. Et enfin, les Boston Celtics, qui ont connu une saison assez décevante avec Kyrie Irving la saison dernière. Irving est maintenant à Brooklyn, il a été remplacé par Kemba Walker.
Et ils ont beaucoup de jeunes talents comme Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart. Donc ça va être assez intéressant. Ouvert. C'est un peu comme la NFL. On a l'impression que beaucoup de projets sont avancés et ça reste encore indécis à ce stade de la saison pour savoir qui est le réel favori. Exactement. Donc on est passé d'une ligue où tout le monde savait que les Warriors allaient soit gagner, soit au moins être en finale, à quelque chose d'extrêmement ouvert pour cette saison, ce qui rend la saison vachement intéressante. Ok, merci pour ce point, Melvin, très complet. C'était, chers auditeurs, très important, je pense, de poser les bases, même si bon nombre d'informations étaient connues par bon nombre d'entre vous, mais c'est toujours intéressant de confronter un peu les fonctionnements, les dynamiques de chaque sport, notamment. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet par la MLS, Fred. Ouais. Quel est pour toi l'intérêt qu'a Thierry Henry à prendre un club comme celui de Montréal? Le problème de Thierry Henry, c'est que il a vécu une sale expérience, on va dire, très mauvaise expérience avec Monaco, puisqu'il est arrivé dans un... On peut rappeler même c'est un jeune coach et qu'il a seulement 20% de victoires. Je crois que c'est 11 défaites avec Monaco pour 4 victoires et 3 ou 4 nuls, donc ça fait quand même beaucoup. Ouais. Donc c'est vrai qu'il arrive quand même avec une étiquette un peu de coach qui ne s'est pas encore établie. Ouais, et surtout, vu qu'il n'avait pas encore vraiment entraîné dans une équipe, même des jeunes, le fait d'avoir pris une équipe professionnelle, même en difficulté, sa cote de popularité au niveau d'entraîneur n'a pas été très bonne. Par contre, le fait qu'il soit parti en MLS, je pense que c'est une bonne chose pour lui parce qu'il a laissé quand même une trace indélébile dans ce championnat. On se rappelle que Thierry Henry, il a joué au New York Red Bull. Et pour ça, je pense que le fait qu'il soit parti à Montréal, ça va lui permettre de justement travailler dans de la sérénité et d'être un peu loin de toute cette agitation autour de lui. Maintenant, connaissant Montréal, c'est quand même une équipe ambitieuse. Ils n'ont pas pris Thierry Henry pour le minimum, c'est qu'il termine dans les 6 premiers et aller en play-off. Ça, c'est le minimum qu'il va devoir faire. Sachant que Montréal, on sait très bien qu'ils n'ont pas hésité à couper un autre coach français pour des résultats plutôt mitigés, la personne de Rémi Garde, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Rémi Garde, comme un bon coach, un bon technicien, était venu avec justement un staff français. On se rappelle de Rémi Vercoute, on se rappelle de Joël Batz, qui étaient ses adjoints. Et finalement, la mayonnaise n'a pas prise du tout. Et donc, il a été débarqué assez, on va pas dire rapidement, mais en tout cas, les résultats n'étaient pas là pour qu'il puisse continuer l'aventure avec Montréal. Alors, c'est d'autant plus surprenant que c'est un coach d'expérience qui débarque dans un championnat qui en a peut-être un peu moins et qui ne réussit pas. Donc on se pose la question de savoir comment Thierry Henry va pouvoir installer des bases solides pour avoir des résultats et ensuite lui s'installer dans un vrai rôle de coach à l'avenir. Je pense que déjà il faut qu'il s'entoure d'un bon technicien aussi avec lui, déjà un bon coach adjoint, et puis ensuite surtout de comprendre la philosophie de la MLS, ça il la connaît, mais ensuite de comprendre la philosophie de Montréal. C'est-à-dire aussi d'avoir des adjoints qui soient du club, qui soient du cru. Et à partir de là, je pense que Thierry, il est assez intelligent, il connaît vraiment très très bien le football. Il connaît des joueurs, mais quand je vous dis qu'il connaît tous les joueurs de tous les championnats, c'est pas une blague, c'est vraiment le cas. Il est H24 dans le football, quoi. Dans le football, et je pense vraiment qu'il peut réussir avec justement le fait que les salary cap ont augmenté, et puis en plus avec son aura et son nom, il pourra faire venir aussi des joueurs de renom dans son équipe. Ok, je regardais sur Twitter, on a posé la question de savoir si c'était un bon choix pour Thierry Henry de prendre le coaching à Montréal. Et
pardon, des internautes répondent que oui, donc ils sont plutôt d'accord avec toi, Fred. Par contre, effectivement, il va falloir qu'il s'entoure d'un staff solide pour pouvoir tout de suite mettre sa patte sur son équipe. Voilà, c'est ce qu'on nous lit là. C'est ce qu'on nous dit parmi les commentaires sur Twitter notamment. Donc, Oui, et puis la MLS, c'est comme c'est un championnat qui est en devenir, parce que n'oublions pas que en 2024, il y aura aussi la Coupe du Monde aux États-Unis, et ils veulent que ça soit aussi une grande fête. Et ne pas oublier aussi Patrick Vieira, qui a fait ses armes aussi en MLS au New York City, et il est revenu après en Europe à Nice, il a pu jouer la Coupe d'Europe. On sait pas ce qui peut se passer dans le football, et surtout au niveau des entraîneurs, et je pense que effectivement il y aura la Chine a beaucoup de techniciens, parce que ils ont mis l'argent pour, mais je pense que la MLS aussi, dans les années à venir, il y aura des techniciens, et de très bons techniciens qui iront entraîner des équipes en MLS. Ça, c'est sûr. Bon, affaire à suivre pour Thierry. Ça me tient à cœur qu'il réussisse. Ça a été un grand joueur. Je pense qu'il peut devenir un grand coach. Messieurs, est-ce que vous avez des questions pour Frédéric et pour ce thème Thierry Henry? Moi, j'en aurais une. Vas-y. C'est pourquoi justement, voilà, Gaëtan. Pourquoi l'Impact finalement a fait ce choix de Thierry Henry, alors qu'ils ont plutôt l'ambition apparemment de gagner rapidement. Moi, je pense que alors déjà, il est sans expérience. Ouais, c'est vrai, il est sans expérience, mais je pense qu'il y a dans les discussions, il est venu avec des idées, et ces idées ont plu au bord de Montréal. Et puis je pense aussi que son nom a tout fait. Thierry Henry, c'est un technicien aujourd'hui qui était libre, et vu l'échec qu'il a eu à Monaco, le fait qu'il traverse l'Atlantique, c'est un choix judicieux de sa part. Et Montréal qui vient chercher, Montréal, il voulait, je pense, quelqu'un aussi qui parle français, vu qu'on parle français là-bas, et je pense que le choix de Thierry Henry, c'est le meilleur choix possible, même s'ils veulent gagner. Fred, pour aller plus loin dans la question de Gaëtan, est-ce qu'aujourd'hui Thierry Henry, c'est pas juste un nom que l'Impact de Montréal veut s'offrir, ou alors vraiment une volonté d'avoir un coach qui puisse leur faire passer un step, quoi? Non, je pense qu'ils peuvent leur faire passer un cap. De toute façon, il peut pas faire pire que Rémi Garde et que ses précédents entraîneurs. Montréal, c'est une équipe qui va pratiquement jamais en play-off. Maintenant, je pense que justement Thierry va ramener un système de jeu, des noms aussi dans cette équipe, et surtout une manière de jouer qui va plaire à Montréal, parce que Thierry, vu qu'il connaît très très bien le football, je pense que son équipe sera plaisante à voir jouer. Alors, est-ce que la mayonnaise va prendre rapidement? Ça, on verra les résultats à partir de mars. Mais je pense bien que il y aura une belle équipe à Montréal. À Montréal pour débuter la saison. Ok. Ben, merci Fred. On va te remercier. On va te laisser vaquer à tes occupations, parce qu'on sait que le temps est compté. Merci à vous. Et puis on te retrouve sur une prochaine émission avec plaisir. Allez, merci à vous et bonne soirée les gars. Salut Fred. On enchaîne. N'hésitez pas d'ailleurs, si le sujet Thierry Henry vous intéresse, à commenter un petit peu les discussions des uns et des autres. On en sera présent après l'émission sur Twitter pour continuer le débat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'arrivée de Thierry Henry à Montréal. Je vous propose de passer à la NHL avec Charles. Charles, qu'est-ce qui fait la hype un peu dans la NHL en ce moment? Je crois qu'on parle beaucoup de racisme, si j'ai bien compris. Ouais, effectivement, et de Bill Peters, mais pour revenir à tout ça, il faut remonter un petit peu il y a quelques semaines, lorsque Mike Babcock, entraîneur, a été viré par les Maple Leafs de Toronto à cause de résultats sportifs qui n'étaient pas à la hauteur de ce que pouvaient faire les Leafs, avec un effectif pourtant plein de stars. Alors suite à ça, un journaliste a sorti une histoire complètement dingue sur Babcock, qui aurait eu un comportement odieux envers Mitch Marner, qui est une star montante des Maple Leafs. L'histoire est que, en fait,
Mitch Marner, qui était rookie à l'époque, parce que c'est une histoire qui date de 2016, eh bien, aurait eu, on lui demandait, selon ce que disait le journaliste et ce qui a été confirmé par la suite, eh bien, de faire un classement de 1 à 20, de classer les autres joueurs de l'équipe du plus bosseur au plus paresseux. Alors forcément, Marner, intimidé et ne voulant pas se mettre l'entraîneur en chef à dos, a fait cette liste, sauf que le problème c'est que cette dernière a fuité dans le vestiaire et que les joueurs de l'effectif ont été mis au courant, notamment Nazem Kadri et Tyler Bozak, qui ne sont plus d'ailleurs dans cette équipe. Alors ils ont été mis au courant de cette histoire, ce qui a placé évidemment Marner dans une situation extrêmement inconfortable, voire embarrassante. Plusieurs joueurs ont été très mécontents de cet incident et en ont plus voulu à Mike Babcock plutôt qu'à Marner qui était au rookie, donc un petit peu victime de cette situation. Donc par la suite, le coach s'est défendu de son côté, s'est excusé auprès de Marner et a déclaré qu'il avait fait ça pour que Marner puisse s'inspirer de l'éthique de travail de certains joueurs. Bon, c'est à réfléchir. Un peu spécial. Et en gros, tout ça, oui, voilà. Tout ça pour revenir à une autre histoire liée à celle-ci. Hakim Aliou a tweeté sur cette histoire de Babcock. Il a dit « Je ne suis pas étonné de lire des choses comme ça sur Mike Babcock. Les pommes ne tombent jamais loin des arbres. C'est pareil pour son protégé de Calgary. Il m'a traité de nègre parce qu'il n'aimait pas mon choix de musique. Et là, tous les yeux se tournent vers le coach des Flames de Calgary, Bill Peters, l'ancien coach d'Hakim Aliou, donc qui a tweeté en Ligue mineure. Les conséquences sont immédiates puisque Peters est immédiatement suspendu par sa franchise en attendant qu'une enquête soit faite suite aux accusations de Aliou. Quelques jours plus tard, Bill Peters va sortir un communiqué dans lequel il va s'excuser, voire employer ces termes qu'il a décrits comme isolé, voire regrettable. Le problème, c'est que Peters va subir une avalanche d'accusations de la part d'anciens joueurs ou d'entraîneurs. Il aurait frappé des joueurs à la tête pendant des matchs. Il aurait également mis des coups de pied, évidemment, à des joueurs jeunes de Ligue mineure qui ne sont pas forcément expérimentés. Alors, si je peux me donc permettre la suite, c'est que... de te couper, oui, on a le sentiment que c'était un petit peu connu dans le milieu, en tout cas les agissements de Bill Peters et on va dire sa forte propension à être un personnage assez démonstratif. On se demande pourquoi aujourd'hui ça sort aussi fortement alors que le personnage est connu dans le milieu, quoi. Bah c'est ça qui est un petit peu incroyable. Quand vous êtes joueur et que vous rêvez d'une ligue, vous ne savez pas comment ça fonctionne en interne. Et donc vous pensez que quand il vous arrive ce genre de choses, surtout quand vous êtes au début de votre carrière, que c'est comme ça que ça se passe et qu'il faut la fermer, pour employer ces termes, pour réussir à finalement avoir l'entraîneur de son côté et puis gravir les échelons. Oui, en tout cas, cette histoire a fait des petits parce que hier, pas plus tard qu'hier, les Blackhawks de Chicago ont fait un communiqué pour dire que Mark Crawford, entraîneur adjoint des Blackhawks, est mis à pied suite à des accusations de violence de l'entraîneur envers des joueurs. C'est Sean Avery, un joueur retraité maintenant, qui a lancé des accusations envers le coach. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de non-dits en Ligue mineure et en NHL. Et les joueurs, si secrets d'habitude, ont décidé de parler pour faire bouger les choses, même si ça peut surprendre, des violences envers des athlètes professionnels, surtout que des hockeyeurs. Voilà, c'est un sport extrêmement violent en plus, de base. C'est pour ça que ça choque, ça surprend. Alors, on a bien conscience que c'est en train de devenir un petit peu viral et que les bouches, et en tout cas les langues, les bouches s'ouvrent. Quelle est la position de la Ligue vis-à-vis de tout ça ? Est-ce qu'il y a un parti pris fort pour que ça puisse se régler d'une bonne fois pour toutes ou finalement la Ligue prend pas position ? Bah évidemment, en tout cas, la Ligue a reçu Hakim Aliou pour entendre ses propos, pour pouvoir analyser la situation, parce que évidemment, ça fait de la mauvaise pub, parce que le hockey sur glace et la NHL, c'est un sport de blanc, c'est ce qu'on dit. Et donc forcément, eux, ils veulent absolument pas de cette étiquette et ils vont prendre position évidemment pour les victimes, pour pas que ça se reproduise. Ok, écoutez, on va essayer de... En tout cas, ça pourrait se propager à d'autres sports, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se lance. Et je sais pas ce qu'il en est des autres sports américains. En tout cas, mais là, on a vraiment quelque chose là qui est en train de sortir. Peut-être que c'est uniquement de la vis-à-vis de la NHL, mais voilà, on est sur quelque chose en tout cas. On peut poser la question là rapidement. Peter, Melvin, Gaëtan, est-ce que c'est un sujet qui touche vos ligues ?
Le racisme en général? Oui. Est-ce qu'on a déjà eu des cas pas similaires, mais qui touchent à cette thématique? Pas forcément des cas similaires, mais je sais qu'en NFL, ça a toujours été un problème et ça l'est encore. Et j'en parlerai quand on parlera de Colin Kaepernick tout à l'heure, la relation entre les propriétaires et les joueurs et ce décalage souvent entre des front office, le management et le vestiaire. Et je comprends que ces histoires arrivent. Après, je sais bien que si la NHL peut gérer justement ça directement par la ligue, en NFL, on verra, c'est un peu plus compliqué. Gaëtan? Ouais, pour la MLB, on a peu de cas ces dernières années. Plutôt en général, ça concerne plutôt des spectateurs. Après, la MLB, c'est un cas un peu particulier parce que pendant très longtemps, c'est le sport roi, donc un sport ségrégué jusqu'en 1947 et Jackie Robinson. Et du coup, depuis que Jackie Robinson est arrivé et a ouvert les portes aux Afro-Américains, le baseball a changé et est devenu le sport qui est censé unifier tout le peuple, melting pot américain. Donc du coup, c'est plutôt très mal vu aujourd'hui d'avoir ce type de propos au sein du baseball. Mais après, bien entendu, ce sont des violences qui sont souvent invisibles et on n'est jamais à l'abri de ce genre d'affaires. Okay. Melvin, toi, je crois savoir qu'il y a eu quelques affaires, notamment du côté des Clippers, il n'y a pas si longtemps. Oui, il y a plusieurs cas. Il y a un, comme le disait Gaëtan, au niveau du baseball, il y a eu quelques incidents avec des spectateurs, notamment l'année dernière avec Russell Westbrook et un fan du Jazz à Utah. Après, il y a eu l'ancien propriétaire des Clippers qui était un raciste notoire et qui s'est fait exclure de la NBA il y a quelques années et a dû vendre les Clippers à Ballmer. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a, comme le disait, comme pour la NFL, il y a la plupart des propriétaires sont blancs, à l'exception d'un certain Michael Jordan et puis de Vivek Ranadivé, qui est le propriétaire des Kings, qui est d'origine indienne. Mais il y a très peu de propriétaires de couleur ou même de general managers qui ne sont pas blancs. Donc c'est un sujet qui a beaucoup été abordé ces dernières années en NBA et les équipes essayent petit à petit de changer ça. Bon, on sait de toute manière que le sport, surtout aux États-Unis, a pour vocation d'intégrer un petit peu toutes les communautés. Après, on sait que au-delà du message, le savoir vivre ensemble n'est pas toujours respecté quand il y a en plus de ça des intérêts marchands qui rentrent en ligne de compte. Charles, est-ce que tu avais fait le tour, toi, de ta question autour de la NHL? Oui. Okay. Pour le coup, oui. Et après, c'est aussi un petit peu, il y a aussi de la torture. Il y a des actes physiques avec de la violence envers les joueurs. Il y a aussi de la torture psychologique avec des insultes raciales, mais pas que, quoi. Il y a aussi, comme je l'avais dit aussi un petit peu avant, le rookie qu'on a mis dans une position un petit peu inconfortable. On a l'impression qu'il y a aussi un grand changement au niveau du management des coachs qui ne doivent plus être violents. En tout cas, les joueurs le ressentent comme cela. Bon, affaire à suivre, c'est un combat de tous les jours, j'imagine. On sera vigilant sur la suite à donner. Oui. Juste une question pour Charlie. Parce que comme tu le disais, c'est vrai que de l'extérieur, le hockey est un sport qui paraît très blanc. Mais j'étais curieux de savoir combien, si tu connais le pourcentage de joueurs qui ne sont pas blancs en NHL, parce que ça pourrait être utile pour il y en a pas beaucoup, pour être très honnête. Pour être très honnête, il y en a pas beaucoup. Il y en a, mais j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais j'ai envie de te dire dans la ligue, il doit y en avoir une grosse dizaine actifs, je veux dire, vraiment présents dans les équipes. Donc c'est vraiment peu. Oui. Ok, mais écoutez, mais il y en a de plus en plus. Ouais, sujet intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, Twitter, YouTube, etc. Et on essaiera de continuer la discussion autour de ça et de suivre un peu la suite de la carrière de coach de Bill Peters, par exemple. Parce que je pense que ça va être un peu compliqué de retrouver une franchise là dans les semaines, voire mois à venir. CF, Kaepernick, etc. Passons à la NBA avec Melvin. Melvin, je voulais qu'on parle ensemble
du load management, ce terme un petit peu barbare qui signifie le monitoring de la charge de travail, qui fait de plus en plus parler en NBA. Oui, donc comme je disais, pour aborder le load management ou le thème du load management, il faut forcément parler de Kawhi Leonard, donc qui joue aux Clippers désormais. Et début novembre, les Clippers ne l'ont pas fait jouer contre Milwaukee, donc c'était un match assez phare entre deux équipes qui sont favoris pour le titre. C'était un match qui était retransmis sur ESPN ou TNT, je sais plus, mais c'était le deuxième match d'un back-to-back. Donc les back-to-back, c'est quand les équipes jouent deux matchs en deux soirs, voilà, en affilée. Ouais. Et donc les Clippers n'ont pas fait jouer, ils ont suivi un peu ce qu'ont fait les Raptors l'année dernière. Et en fait, ils font ça simplement pour pouvoir garder Leonard aussi frais que possible pour les playoffs et aussi pour minimiser les impacts sur son genou gauche. C'est une blessure récurrente qu'il a depuis son départ des Spurs. Alors on apprend Melvin, à travers cette affaire, que finalement Kawhi n'est pas si en bon état que ça et que le load management qu'il subit via son coach et via la franchise des Clippers est lié à un problème physique. C'est bien ça, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. Donc la NBA, par exemple, a validé, parce que vous n'avez pas le droit en NBA de reposer des joueurs qui sont aptes. Voilà. Sans raison, voilà, exactement. Donc la NBA, vu qu'il y avait pas mal de bruit autour de tout ça, la NBA via un communiqué, a validé ce protocole que les Clippers utilisent avec Kawhi, expliquant qu'il était mis en place vraiment pour manager une blessure. Mais le lendemain, ils ont dû infliger une amende aux Clippers parce que Doc Rivers, l'entraîneur de cette équipe, avait annoncé avant le match que Kawhi ne s'était jamais senti aussi bien, tout ça grâce au match qu'il peut rater ici et là. Donc ça a mis la NBA dans une situation assez délicate. Donc ils ont mis une amende à Doc Rivers et aux Clippers. Et ils ont été aussi obligés d'envoyer un mémo à toutes les équipes NBA pour clarifier l'utilisation même du terme load management. Donc en gros, maintenant load management, ça veut dire reposer un joueur apte. Mais il y a, comme tu le disais, il y a une longue liste de règles pour s'assurer que, les stars ne soient pas mis au repos quand les matchs sont retransmis à la télé nationale, mais aussi quand ils jouent à l'extérieur pour que les fans qui vont voir, par exemple, un LeBron James, un Kawhi Leonard ou un Giannis Antetokounmpo une fois par an, puissent les voir. Alors, on est d'accord, je pense, pour penser que la Ligue a évolué aujourd'hui et que la manière dont on aborde ce sport, la manière dont on se prépare, la manière dont on récupère a aussi évolué positivement. Donc certains se posent la question du load management en se disant écoutez, on a les moyens maintenant de faire que les joueurs soient bichonnés, chouchoutés et qu'ils soient simplement focus sur leur match, etc. On prend en charge tout le reste. D'autres générations, donc passées, se posent les questions de savoir, ils se disent nous on n'avait pas tout ça à l'époque et on se posait pas la question de se reposer, on jouait quand les coachs nous appelaient sur le terrain, on donnait tout et puis on sortait quand on nous disait de ressortir. Donc je pense à son illustre majesté Jordan qui lui paye ses joueurs en tant que président des Hornets pour jouer. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à ces anciennes gloires entre guillemets sur la gestion maintenant des joueurs? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours ce débat entre les anciens joueurs actuels et un peu les anciens joueurs pensent que la nouvelle génération sont un peu des chauchades, si on peut dire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ce débat. C'est la NBA de Jordan donc dans les années 90 et la NBA d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Si vous regardez par exemple le rythme avec lequel les équipes jouent, le nombre de possessions, on a pratiquement 20 possessions de plus par match aujourd'hui. Donc les joueurs sont amenés à faire beaucoup plus d'efforts. Après, comme tu le disais, il y a beaucoup plus de données sur la fatigue des joueurs et sur la performance des joueurs. Et donc, pour les propriétaires, il y a différentes écoles. Comme Jordan, comme tu le disais, lui dit qu'il paye ses joueurs pour jouer, forcément. Mais il y a d'autres propriétaires, comme Mark Cuban, par exemple, le propriétaire des Mavericks, qui dit moi, c'est quand même un investissement sur le long terme et je préfère que mes joueurs soient en bonne santé et s'assurer qu'ils sont en bonne santé plutôt que de tirer sur la corde et de se retrouver sans ces joueurs majeurs en play-off ou autre. Donc c'est un débat qui fait
qui fait beaucoup parler. Peter, je sais que, et même Gaëtan, sur des aspects peut-être un peu différents, mais en NFL, c'est très très physique. L'intensité des matchs laisse énormément de traces sur les organismes. Est-ce que le load management, c'est quelque chose qui existe, qui est considéré, voire même accepté par la NFL? Non, mais alors NFL, comme tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a que 16 matchs. Alors évidemment, chaque match, le lendemain et les jours d'après, il faut s'en remettre. Hein, quand on connaît les petites anecdotes des joueurs, c'est vraiment un sport extrêmement physique, extrêmement rugueux, peu importe la position. Mais il y a une semaine de repos au cours de la saison. Maintenant, la NFL veut rajouter des semaines, donc des semaines de saison régulière et réduire la pré-saison. Donc on a une logique quelque part différente, faire plus d'argent au détriment des joueurs, même si pour l'instant rien n'est fait. En NBA, c'est plus l'inverse. Et c'est vrai que c'est un débat intéressant. Moi qui travaille pour l'équipe NBA Extra sur Beansport, on en parle tout le temps et certains sont pour, d'autres contre. On comprend, comme l'a dit Melvin aussi, que il faut que les stars puissent jouer quand elles vont à l'extérieur. Quand on est, je sais pas, Oklahoma City et qu'on reçoit les Lakers, on a envie de voir LeBron ou ce genre d'exemple. Donc c'est un vrai problème et c'est intéressant et peut-être qu'il y aura des changements aussi au sein de la NBA au niveau du calendrier par rapport à ça. Tout à fait. Bah, tu me lances là-dessus. Tu fais bien d'en parler. On en discutait en off avec Melvin. Il y a pas mal de discussions. Alors ça fait quelques années qu'on nous parle d'un changement de calendrier, mais ça a l'air de vraiment bouger. En tout cas, Dan Silver prend les choses en main et on parle d'une refonte, d'un allègement potentiel entre guillemets de la NBA en modifiant notamment certaines dynamiques, notamment autour du All-Star Game et autour de Noël pour alléger un petit peu l'intensité. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre de redonner un peu de compétitivité au match parce que la saison régulière semble parfois des fois un peu prise à la légère, ça reste mon avis. Et est-ce que vous pensez vraiment que ça permettra d'avoir un peu plus régulièrement les meilleurs joueurs sur le terrain à chaque fois qu'il y a des affiches? Alors je pense que c'est une question qui est intéressante parce que pour moi au jour d'aujourd'hui, avec toutes les propositions ou les rumeurs de propositions qui ont été on peut peut-être les énoncer proposées. Ouais. Donc par exemple, il y aurait une saison à 78 matchs minimum ou 82, donc c'est pas un changement énorme, mais il y aurait un tournoi qui a priori arriverait autour de Thanksgiving, donc juste au mois de novembre. Donc un tournoi avec des équipes qui pourraient potentiellement, l'équipe qui gagne le tournoi pourrait gagner un tour de draft supplémentaire. Et le début du tournoi pourrait compter pour la saison régulière, donc un peu comme par exemple en France en Pro B vous avez la Leaders Cup où alors les résultats ne comptent pas pour la saison, mais ça permet aux équipes de jouer d'autres matchs. La NBA essaye de prendre le système de coupe en football en Europe. Mais bon, ça c'est assez, je pense que ça reste assez tiré par les cheveux. Les deux autres trucs qui sont importants par contre, c'est avoir des mini playoffs pour pouvoir entrer dans playoffs pour les équipes qui terminent entre la 7e et la 10e place. Donc c'est-à-dire que ces 4 équipes se battraient pour avoir les 2 derniers tickets pour les playoffs. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant et ça peut aider les équipes qui sont un peu dans le ventre mou à rester concernées, à jouer pour quelque chose, voilà. Et après l'autre aspect, l'autre changement, ce serait de reclassifier les équipes qui sont en finale de conférence. Donc aujourd'hui, les finales de conférence, les 2 équipes de l'Ouest jouent contre les 2 équipes de l'Est. Ce que la NBA propose serait de prendre les bilans de saison régulière de ces 4 équipes et du coup de faire un nouveau classement. Donc c'est-à-dire que vous pourriez avoir par exemple, si on prend je sais pas, disons qu'en 2018 les Warriors et les Rockets se sont livrés une finale de conférence en 7 matchs qui était absolument dantesque, alors que de l'autre côté c'était LeBron et les Cavs contre Toronto, et la vraie finale c'était le Warriors Rockets, et donc du coup ce changement pourrait permettre à la NBA d'avoir les 2 meilleures équipes en finale, même si elles se trouvent dans la même conférence. Melvin, je crois que Gaëtan veut réagir.
Oui, parce qu'en fait, dans le baseball aussi, on est traversé, enfin, en MLB, on est traversé un petit peu par ces questions-là. En fait, on l'a été il y a quelques décennies, puisque pour protéger les lanceurs qui, à une époque, faisaient des matchs complets, voire même parfois lancer en prolongation, on a vu apparaître dans les années 60-70 beaucoup les lanceurs, ce qu'on appelle lanceurs de relève, jusqu'à démultiplier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des lanceurs qui arrivent, ils affrontent un ou deux batteurs, puis ils rentrent. Et donc on a une multiplicité comme ça de lanceurs. Alors à la base c'était à la fois pour être plus performant face aux batteurs et aussi pour protéger les lanceurs parce que c'est un poste tellement important qu'on y engage un certain nombre de sommes. Mais ça a aussi créé des débats sur finalement qu'est-ce que doit être un lanceur. Est-ce qu'un lanceur c'est quelqu'un qui rentre pour 4-5 matchs ou manches je veux dire, ou une ou deux manches en relève, ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit tenir ses 9 manches sur un match comme à la belle époque des Babe Ruth, Sandy Koufax et autres. Quelle est la tendance Gaëtan du coup? La tendance c'est que aujourd'hui on a la MLB qui impose de nouvelles règles pour limiter justement le recours aux releveurs. À partir de la saison prochaine, par exemple, un releveur sera obligé d'affronter au moins 3 batteurs. On ne pourra plus faire entrer un spécialiste lanceur face à un spécialiste batteur pour simplement un affrontement. C'est aussi une réponse pour raccourcir, enfin pour accélérer le rythme de match et raccourcir la durée. Puisqu'on est passé de matchs de baseball qui à une certaine époque faisaient 1h, 1h30 à maintenant des matchs qui font 3 heures. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'intéresser les gens pendant 3 heures. Ok. Peter, sur la modification, la refonte des calendriers pour permettre soit l'allègement sur les organismes, soit se permettre d'avoir des matchs un peu plus compétitifs, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà je confirme, ça fait du temps, le baseball ça peut même durer 4 heures, 5 heures, j'ai commenté des matchs qui durent bien longtemps et c'est un problème qu'il faudra régler aussi. Mais pour les moi je suis d'accord avec Melvin sur ce qu'on appelle le play-in tournament, qui est une vraie idée je pense pour faire rentrer pour faire un mini tournoi avec les 9e, 10e, 8e pour la dernière place en play-off dans chaque conférence. J'aime bien aussi le réalignement Est-Ouest, même si c'est peut-être mieux de le faire avant que juste sur les 4 derniers, sur les 4 finalistes de conférence. Et pour le tournoi de Thanksgiving, ça par contre j'y crois un peu moins. J'ai du mal à croire que les joueurs vont être motivés par ce tournoi et vont se donner à fond. Il n'y a pas vraiment d'enjeu pour eux en tout cas. Voilà, c'est un peu mon avis sur ce changement. En tout cas, c'est concret, ça devrait arriver en 2021. Je pense. Oui, voilà. Je pense que les changements doivent être proposés au board au board of governors, donc à tous les propriétaires en gros, pour un vote en avril, parce qu'ils veulent que les changements soient actés pour le 75e anniversaire, donc la saison 2021. Mais après, pour moi, je trouve ça assez ironique parce qu'on parle du load management, mais pour moi ces changements n'abordent absolument pas la question du load management. C'est plus la question d'avoir des matchs qui suscitent beaucoup plus d'intérêt au jour d'aujourd'hui. Donc c'est plus l'aspect business, parce que si tu parles de load management et tu parles de moins de matchs, ça veut dire que c'est moins d'argent qui rentre dans les poches des propriétaires. Il y a eu plusieurs propositions par exemple de réduire le calendrier à 58 matchs, juste des matchs aller-retour, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de manques à gagner. 58, ça fait peu pour le business, hein. Ça change donc, pas oui, mal. Donc je pense qu'en termes de susciter de l'intérêt, il y a des idées qui sont intéressantes pour toutes les équipes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion de couvrir les Warriors ces 2 dernières saisons régulières, et ils ont vraiment... ils attendent avril avec impatience, en jouant vraiment à 50% de leur capacité. Mais par contre, s'il y a quelque chose, il y a un tour de draft, si le reseeding permet d'avoir un avantage en fin de saison, je pense que ça peut aider. Mais par contre, je pense pas que ça aidera le suivi du load management, à moins qu'il y ait d'autres idées qui viennent. Mais je pense que la NBA est trop orientée business pour le moment pour voir de changements drastiques de ce côté. Alors, en tout cas, si ça devait changer, on parle de 2021, c'est quand même demain. Ça devrait quand même bouger dans les mois à venir. On va essayer de rester vigilant, voir aussi la réponse des franchises et du syndicat des joueurs, notamment vis-à-vis de ces propositions de la NBA. Écoutez,
Je vous propose d'enchaîner. On en a déjà une petite heure d'émission. On a 2 thèmes encore à voir. Notamment la MLB avec Gaëtan. Qu'est-ce qui se passe chez les Astros, Gaëtan? Apparemment, il y aurait des tricheurs. C'est la guerre, c'est le feu. C'est le feu. Non, alors effectivement, nous, on vient de terminer. On triche en baseball. Alors, je savais pas que ça existait. Eh ben si, et c'est quelque chose de très ancien, on pourra y revenir. Non, qu'est-ce qui se passe chez les Astros? Donc, effectivement, nous, la saison s'est terminée il y a quelques semaines. Les Astros ont perdu en finale des World Series face aux Nationals, alors qu'ils avaient l'étiquette de favoris, des World Series un peu particulières, parce que chaque équipe a perdu à domicile. Donc finalement les Astros ont perdu les World Series à domicile. Et quelques semaines après sort un article dans The Athletics signé par Evan Drellich et Ken Rosenthal, qui est un très grand nom du journalisme, une pointure dans le journalisme sportif et notamment au niveau du baseball. Et l'article, suite à 4 témoignages dont celui d'un ancien lanceur des Astros entre 2015 et 2017, Mike Fiers, accuse les Astros d'avoir triché. Alors pas triché d'une manière qui peut être admise par les règlements, même si au niveau des règles non écrites du baseball c'est pas très bien vu, mais une tricherie par rapport au règlement, puisqu'ils auraient utilisé du matériel électronique. Alors donc effectivement ils auraient placé une caméra au champ centre pour pouvoir voir les signaux du receveur. Il faut savoir que pour ceux qui connaissent pas le baseball, le lanceur reçoit des signaux faits par les doigts du receveur pour savoir quel type de lancer il doit effectuer. Et donc voilà, il y a des changements comme ça qui sont effectués pour essayer de déstabiliser le batteur. Et donc cette caméra permettait de filmer des signaux du receveur, était transmise à l'abri des joueurs des Astros, et les joueurs et le staff pouvaient regarder les vidéos et essayer de décrypter les différents lancers qui pouvaient arriver, et ensuite en frappant sur une poubelle signaler au batteur des Astros si c'était une balle à effet ou si c'était une balle rapide. Les accusations portent sur la saison 2017. Les témoins qui ont été entendus par les journalistes, pour 3 d'entre eux disent que ça a été utilisé dans le cadre des playoffs, un dit que ça s'est arrêté à la fin de la saison régulière. Il faut savoir que cette année-là, les Astros ont gagné leur première World Series. Donc c'est une année assez importante, et que déjà à l'époque, la MLB avait lancé une enquête puisque les Indians de Cleveland s'étaient plaints qu'un possible employé des Astros les filmer derrière le dugout pour essayer déjà de voler les signes. Du coup, la MLB a lancé une enquête qui a été élargie à 2016, 2018, 2019. Elle a lancé également un appel à témoins disant que tout témoin de l'organisation des Astros qui témoignerait aurait la clémence du jury, si on peut dire. Et ça fait débat parce que effectivement, déjà dans cette post-saison 2019, chaque équipe que les Astros ont affronté en playoff s'est plaint du vol de signes, que ce soit les Rays de Tampa Bay, que ce soit les Yankees de New York, que ce soit également les Washington Nationals, des joueurs, notamment les lanceurs James Paxton des Yankees et Stephen Strasburg des Nationals, ont dit qu'ils pensaient que leurs signes avaient été volés, sans forcément d'ailleurs dire que c'était mal, parce que le vol de signes, je le répète, n'est pas interdit. C'est en gros, c'est contre les règles non écrites du baseball, mais on sait que tout le monde le fait ou tout le monde tente de le faire. Mais en revanche, utiliser des moyens électroniques, ça, ce n'est pas apprécié. C'est même interdit par le règlement depuis quelques années, parce qu'il y a déjà eu des précédents, notamment avec des Apple Watch, avec les Red Sox de Boston il y a 2 ans d'ailleurs également. Et du coup voilà, ça fait beaucoup parler. Et d'ailleurs USA Today avait interrogé 14 dirigeants du baseball, enfin d'équipes, quelques temps après les révélations, et ces derniers étaient très remontés en disant que c'était une manière de voler les signes qui n'était pas acceptable, et tous voulaient des sanctions. Il y en a même 2, ça se fera pas, hein, mais 2 qui voulaient même carrément qu'on enlève le titre 2017 des Astros. Ouais, ça c'est forcément peut-être un petit peu aller un petit peu loin. Quelle est la réponse? Il y a de la jalousie, hein. Il y a de la jalousie envers les Astros, qui est l'équipe montante après avoir été la grande équipe de la loose pendant de nombreuses années. J'ai un peu l'impression. Quelle est la réponse justement des Astros vis-à-vis de toutes ces accusations? Quelle est leur prise de position?
Comment ils se défendent? Alors les Astros, pour eux, ils ne trichent pas, mais ils sont prêts à collaborer. Le problème, c'est que ça vient dans un moment un petit peu compliqué. Premièrement, ils perdent. Ils perdent alors qu'ils sont favoris durant les World Series. Ils sont accusés de voler des signaux pendant tous les playoffs. Quand ils gagnent face aux Yankees en finale mécanique, un des employés de la communication lance devant des journalistes féminines qu'il est très content d'avoir pu recruter le closer, donc le lanceur qui finit le match, Roberto Osuna, sauf que ce dernier a été recruté parce que il était en délicatesse pour des violences conjugales, pour des accusations de violences conjugales, donc ça a pas forcément été très bien accueilli par les personnes, et d'ailleurs il a été viré. Et puis en plus, juste après la perte des World Series, Gerrit Cole, leur lanceur star, déclare grosso modo qu'il va partir de Houston, que comme il est agent libre, il va aller ailleurs. Donc du coup, ça arrive vraiment dans un moment où les problèmes s'empilent pour les Astros. Pour l'instant, ils disent pas grand-chose parce que quand même, ils se sont déjà fait prendre, par exemple sur l'affaire Topman, donc c'est le communicant qui a sorti cette phrase sur le closer. Ils ont nié avant d'admettre leur erreur et de le virer. Donc du coup, je pense qu'ils attendent avant de réagir réellement, que l'enquête MLB se poursuive et se termine. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Melvin, tu avais une réaction pour Gaëtan? Oui, sur les vols de signes, je trouve ça vachement intéressant parce que en NBA, vous avez dans tous les matchs, vous avez des scouts d'équipes adverses qui viennent, qui assistent au match. Donc de façon totalement légale, et qui sont là pour voler les annonces de système et les systèmes pour pouvoir après être prêts quand leur équipe joue l'équipe en question. Et donc d'ailleurs vous voyez souvent sur le banc où par exemple le meneur de jeu annonce un système, l'assistant coach adverse annonce le même système pour son équipe pour que la défense soit prête à défendre le système de façon la plus correcte possible. Donc je trouve ça assez intéressant qu'il y ait ce sorte de tabou sur la façon dont tu peux voler ou pas voler les signes en baseball, alors qu'en NBA c'est quelque chose de couru et quelque chose qui est complètement dans les mœurs, et j'imagine qu'en NFL c'est la même partie. Gaëtan, Melvin et même Peter, moi j'ai une question pour vous. Quelle est la limite entre la préparation, le scouting, l'observation et le vol pur et simple de signes ou d'éléments liés à la tactique adverse pour se donner un avantage? Est-ce qu'il y a une limite à ça, ou est-ce que finalement quand on vient observer une équipe ou des joueurs ou des principes de jeu, on est déjà en train un petit peu de s'approprier, de entre guillemets voler les principes de jeu de l'équipe adverse? Alors pour le baseball, c'est toujours un peu compliqué parce que ça dépend les époques. Il y a des époques où c'était très mal vu. Maintenant, on sait que tout le monde le fait. Donc le débat porte vraiment sur. Est-ce que c'est pas une question de principe moins accepté au baseball et plus au basket, etc., quoi. Alors, il faut savoir que la triche au baseball, c'est assez particulier parce que le baseball en fait a toujours connu de la triche, et même parfois la triche a permis de faire évoluer le baseball. Ça a amené la création du commissaire du baseball après le scandale des Black Sox en 1920. Ça a permis de faire évoluer les règlements, de faire évoluer le jeu. Ça a sauvé le baseball avec la période de la stéroïde era où il y avait un dopage massif généralisé. Tout le monde le savait, hein. Du fan au journaliste, du propriétaire au coach, tout le monde savait que tout le monde se dopait, mais à cette époque-là, le baseball était en déclin, donc ça a sauvé le baseball. Donc il y a une relation à la triche qui est toujours à la fois assez hypocrite dans le baseball. C'est-à-dire qu'on dit que c'est pas bien, mais quelque part on reconnaît que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de notre histoire, et que ça crée même parfois des histoires assez incroyables et des moments légendaires dans l'histoire du baseball. Simplement aujourd'hui, effectivement, les équipes ont peur que la technologie prennent le pas et crée trop de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on soit plus dans la malice ou dans la détection des tics de lanceurs, mais qu'on puisse développer, je sais pas, on pourrait imaginer des micro-caméras dans les jerseys, dans les maillots des joueurs pour pouvoir espionner, etc. C'est vrai que la technologie évolue tellement vite, et je pense que certains veulent mettre un stop, mettre des limites à ce niveau-là. Voilà, créer un cadre qui permet ensuite de rassurer tout le monde. Exactement. Peter, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Moi en NFL, il y a une histoire qui est bien connue qui concerne les Patriots. Bill Belichick et les Patriots avaient été sanctionnés, ils avaient perdu des tours de draft pour avoir mis des caméras sur l'entraînement d'un adversaire pour justement aller faire du scouting et connaître leur stratégie. On sait qu'en NFL, c'est le sport stratégie par excellence. Le cahier de jeu, par exemple, d'une équipe ne doit absolument pas être partagé. Le cahier de jeu, quand on est un joueur NFL, c'est la chose la plus importante qu'il faut absolument pas perdre. Donc le vol de signes en NFL, non. Enfin, en tout cas, le vol de stratégie, le vol de système, bien sûr, on observe, on regarde soit la vidéo, on essaie d'écouter ce que dit le quarterback quand il fait ses appels un peu au niveau de la ligne, qui donne des ajustements, ce genre de choses. On essaie aussi de masquer les pistes au maximum. C'est un peu un jeu du chat et de la souris. Mais il n'y a pas trop de scandale au niveau de ça. C'est plus un jeu, et en tout cas, c'est accepté. Il faut réussir à apprendre ce que fait l'autre et vice versa. Ok, bon, très bien. Gaëtan, faudra essayer de voir aussi si c'est pas une pratique qui va au-delà des Astros. Il y a peut-être d'autres franchises aujourd'hui qui... Alors, pour l'instant, la MLB a dit qu'elle n'enquêtait que sur les Astros. Ouais. Après, il y a d'autres équipes qui ont été, épinglées déjà précédemment. Les Yankees, les Red Sox ont eu des amendes assez importantes, même si les montants sont pas connus, en 2017. Et on sait que certaines, il y a des plaintes régulières qui sont faites. Mais pour l'instant, pour cette grosse enquête, il n'y a que les Astros qui sont couverts. Est-ce qu'il y a triche? Est-ce qu'il n'y a pas triche? Est-ce que les Astros restent quand même cette belle équipe qui renouvelle le management en MLB? On verra ce qui va en devenir. C'est sûr que ça fait quand même tâche dans la belle histoire des Astros de ces dernières années. On verra. Tu sais à peu près quand est-ce qu'on aura un début de réponse vis-à-vis de ces enquêtes ouvertes? Ou faut juste rester... C'est très compliqué. Ouais. Pour les Red Sox, par exemple, quand ils avaient utilisé des Apple Watch pour espionner les Yankees de New York en plein match il y a 2 ans, ça s'était réglé assez rapidement. Là, les accusations, elles sont quand même assez lourdes. Alors, la MLB a son propre service d'enquête, mais ça reste des enquêteurs privés, donc ils se basent quand même beaucoup sur les témoignages pour pouvoir trouver des preuves. Donc, s'il y a des témoins qui arrivent, ça peut évoluer vite. Si personne ne parle, ça peut être un petit peu plus long. Cela dit, je rajouterai pour terminer, mais ce qu'ont fait les Astros, que les Giants, en 1951, quand ils étaient encore à New York pour battre les Brooklyn Dodgers, avaient utilisé la même technique. Sauf qu'il n'y avait pas de caméra vidéo, c'était des jumelles avec une sonnette qui permettait de donner des indications à l'abri du joueur, et ça leur avait permis de gagner en 1951 une série barrage pour pouvoir accéder aux World Series. Donc tout ça est loin d'être nouveau. Ok, bon, affaire à suivre. À mon avis, ça devrait être encore très très remuant dans les semaines à venir. On a une question là, Melvin. Je crois que tu avais une question pour Gaëtan pour conclure le sujet. Ouais, je me demandais si... plus une question, je me demandais si tu penses que dans le futur, qui soit plus ou moins proche, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'institutionnaliser la vol de signes, comme ça l'est par exemple en NBA, ou est-ce que le poids de cette histoire et de cette hypocrisie un peu est trop lourd pour changer les choses? Non, je pense pas, parce qu'effectivement, le baseball a un côté assez hypocrite sur la question, mais ça donne de belles histoires en même temps dans la légende de la MLB. Et puis surtout, c'est que quand même, il y a toujours cette idée que le baseball, ça doit être un sport, je dirais, noble, sans vice, où c'est vraiment le talent et le travail qui permet de réussir, et non pas la triche. Donc je suis pas sûr que pour l'instant on puisse avoir des règles qui permettent, au contraire, on s'achemine plutôt sur des règles de plus en plus drastiques pour le moment pour empêcher l'utilisation d'appareils électroniques pour voler des signaux. On est plutôt dans cette tendance là, j'ai l'impression. Ok, bon, ça répond à ta question, Melvin? Ouais, parfait, merci beaucoup. Bah écoute, pas de souci. Merci Gaëtan pour cet exposé. C'est toujours très très intéressant de parler baseball, et je confirme qu'on n'en parle pas assez vu les informations que tu es en mesure de nous donner. Passons au dernier thème, la NFL, avec Peter Anderson et Colin Kaepernick. J'ai une question un peu légère, mais je vais me permettre de te la poser. Peter, cap ou pas cap?
Bah écoute, plutôt cap. En tout cas, le but premier de sa protestation, c'est justement de mettre en lumière les violences policières qu'il y a aux États-Unis, et notamment contre les citoyens afro-américains. On sait que c'est un gros problème là-bas. Alors je vais faire un rapide historique. Colin Kaepernick, ça a commencé en 2016. Il s'est assis pendant l'hymne national lors d'un match de pré-saison. Au départ, c'est passé plus ou moins inaperçu. Il l'a fait tout au long de la pré-saison, et lors de la première semaine de saison régulière, il commence à se mettre à genoux, il change. Hein. Il a parlé avec un militaire qui lui a dit que c'était mieux, plus respectueux de s'agenouiller que de s'asseoir pour l'hymne national. Donc il fait ça, et il y a des joueurs qui commencent à le suivre à travers la ligue lors de cette première semaine de saison régulière. Alors ça, c'est la saison 2016, ça dure toute la saison. Voilà, c'est pas encore trop médiatisé. On passe à la saison suivante. À noter qu'entre-temps, Colin Kaepernick, qui était joueur pour les 49ers, et pas coupé. Il décide lui-même de devenir agent libre. Il avait l'option. Donc il n'a plus de club à ce moment-là. Donald Trump a également été élu président des États-Unis. Oui, je t'en prie. On rappelle que Kaepernick à ce moment-là est pas un joueur, pas un quarterback numéro 1. Il est un bis voire backup. Hein, donc il est dans le dur, on va dire. Il a emmené les 49ers au Super Bowl face aux Ravens, Super Bowl perdu. Il était un peu en train disons qu'il lui fallait un nouveau défi, un nouveau challenge. Ouais, sans doute changer. Il était plutôt sur la pente descendante, mais il était encore au niveau d'un backup en NFL, et ça c'est important puisque encore aujourd'hui, je pense qu'il a le niveau. Donc on passe à la saison 2017. Finalement, personne n'appelle Colin Kaepernick. Il est signé par personne. Et il commence à y avoir des joueurs qui vont le soutenir. Et donc, à travers la ligue, les joueurs vont commencer à s'agenouiller un peu partout pendant l'hymne national. On va voir des t-shirts I'm with Cap, je suis avec Kaepernick, notamment du côté des Dolphins. Trump va s'en mêler, ça va un peu tout changer. Il va dire que ces joueurs devraient être virés. Enfin, il va très mal parler. Il va aller jusqu'à insulter les joueurs qui se mettent à genoux. On ne dira pas, mais publiquement. Voilà, on va pas. Voilà. Il a été J'ai la phrase, mais on va pas là. Hein. Voilà, il a été assez loin. Pas le terme, mais voilà, il a été assez loin. Mais au-delà de Trump, Peter, c'est vrai que ça a quand même fait réagir beaucoup de personnes, notamment la communauté liée aux armées aux États-Unis. On sait aussi que beaucoup de fans ont commencé à déserter un petit peu les matchs parce que ils soutenaient pas la cause Kaepernick, qui était en train d'un petit peu de proliférer au sein de toutes les franchises, quoi. Voilà, bah justement, après les propos de Trump, c'est là où ça va vraiment se fissurer. C'est-à-dire qu'il va y avoir les gens qui vont soutenir Colin Kaepernick, qui comprennent un peu sa démarche, et puis il va y avoir une autre partie de l'Amérique, une autre partie du public, ces gens qui vont peut-être se détourner un peu de la NFL pendant un moment, parce qu'ils n'ont pas envie que le sport soit mêlé à la politique. Ils n'ont pas envie de voir des joueurs, pour eux, qui manquent de respect au drapeau américain, qui est synonyme voilà, on sait que c'est un pays très patriotique, et qui surtout est synonyme de l'armée. Et ça, c'est très important pour beaucoup de familles aux États-Unis. On ne manque pas de respect au drapeau. C'est pas ce que voulait faire Colin Kaepernick. C'est comme ça que c'est perçu par des gens. C'est un gros problème. Il va être soutenu pendant un temps par la Ligue en 2017. Ça va petit à petit descendre. On va un peu l'oublier. Il est pas signé du tout par aucune franchise. Et il va avoir un procès contre la NFL. Procès qui sera, on va y avoir un arrangement à l'amiable. Il va prendre un petit chèque, on va dire, même si bon. Lui, il accusait la NFL de collusion, et que les propriétaires s'étaient arrangés pour dire non, on veut pas de Kaepernick, on l'écarte de la ligue. Il a plus ou moins gagné en ayant de l'argent, mais bon voilà. Entre temps, il signe aussi un contrat avec Nike. Donc voilà, il s'écarte un peu de la NFL, même s'il veut toujours y revenir. Et c'est là où on vient à cette saison, à notre saison aujourd'hui, où la NFL a organisé récemment, c'était le 16 novembre, un workout, c'est-à-dire un petit entraînement public où des scouts de la NFL peuvent venir assister, pour Colin Kaepernick, pour qu'il puisse montrer ce qu'il a encore sous le pied, voilà, et ce qu'ils peuvent faire encore en NFL. Il va y avoir une polémique là aussi, parce que ça devait être au centre d'entraînement des Falcons. Le camp Kaepernick a des soucis avec la NFL pour des histoires de contrat. C'est très compliqué. Ça va être déplacé à une centaine de kilomètres dans un lycée. Il y aura huit franchises NFL, représentants qui vont assister qui vont venir le voir au workout. Aucune nouvelle depuis. Certains disent que c'était uniquement pour l'image, hein, ce workout de Colin Kaepernick, c'est un peu pour lui faire plaisir et pour arranger un peu tout le monde. Kaepernick, il a en tout cas plus joué en NFL depuis la fin 2016, donc la fin de saison 2016. Il a le niveau pour être au moins backup quand on voit le niveau de certains quarterbacks en NFL et quand on sait ce qui est sorti justement son workout, mine de rien. Mais il est toujours pas appelé, voilà. Donc c'est un peu un énorme gâchis
cette histoire, et ça part d'une grosse incompréhension, ce que tu disais. Certains qui pensent qu'il manque de respect à l'armée, donc qui veulent pas entendre parler de Kaepernick, et d'autres au contraire qui veulent qu'il revienne dans la NFL et qui veulent que son message soit entendu. Donc voilà, c'est très compliqué cette histoire, et c'est surtout, ça montre bien le climat, je pense, qu'il y a aux États-Unis en ce moment. Ok, ouais, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Moi, j'ai pas mal de questions à ce niveau-là. Je me pose la question de savoir pourquoi 3 ans après, la NFL réagit en permettant à Kaepernick d'avoir une opportunité de re-signer un contrat, en tout cas de relancer sa carrière. 3 ans, je trouve que le timing est assez long. On sait qu'aux États-Unis, les audiences, que ce soit NBA, mais surtout NFL, parce qu'on parle de la NFL, sont un peu en berne. Est-ce que ce serait pas lié le fait de refaire parler un peu de Kaepernick et éventuellement lui proposer une opportunité pour que ça puisse être suivi par les médias et par les fans, si jamais le joueur a le niveau pour de nouveau être intégré à une équipe? Est-ce que c'est pas lié en fait au fait que le spectacle un peu et que les audiences baissent, qu'on relance l'histoire Kaepernick pour toi? Alors, les audiences baissent, faut le dire rapidement quand même, hein, parce que la NFL, ça reste quelque chose qui marche énormément bien aux États-Unis pour plein de raisons différentes, que ce soit le sportif bien sûr, mais tout ce qu'il y a autour de la NFL, il y a beaucoup on sait que notamment les paris ont été plus ou moins légalisés dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Ça c'est important, il y a de plus en plus de gens qui suivent la NFL. Donc les audiences sont en baisse. Il y a une autre théorie, hein, certains qui disent que Jay-Z, qui a rejoint l'organigramme un peu de la NFL, on l'a vu avec Roger Goodell, a peut-être poussé aussi pour donner ce workout à Colin Kaepernick. Le timing était très étrange. On était tous un peu surpris, surtout se faire ça un samedi. En général, ça se fait en semaine, parce que le samedi, les représentants des équipes préparent le match du dimanche. On sait pas trop quoi en penser. D'un côté, oui, on veut lui donner une chance, mais d'un autre côté, on fait ça un samedi. C'est un peu entre deux, et quand on voit ce qu'a fait la NFL avec Colin Kaepernick depuis maintenant 3 ans et qu'il n'a pas vraiment eu de chance, on a du mal à faire confiance à la Ligue aujourd'hui. Ok, est-ce que... Oui, Gaëtan, je crois que tu veux réagir par rapport au sujet Kaepernick. Oui, bah alors c'est vrai que c'est assez dingue. Moi, ça me rappelle des histoires dans le baseball, mais assez vieilles de joueurs blacklistés comme ça. Je pense notamment à Curt Flood, qui voulait revenir sur la clause de réserve qui en gros liait le joueur à son propriétaire, et dénonçait ça comme de l'esclavage moderne. En plus, il était afro-américain, et qui a été blacklisté par le monde du baseball, même si la free agency est arrivée de toute manière 6 ans après par voie légale. Mais ça, c'est des choses qu'on voit plus trop forcément, mais là, c'est vrai que le baseball a un côté un peu apolitique, ou en tout cas unificateur, donc on se mouille pas trop. D'ailleurs, il y a eu qu'un seul joueur qui a posé le genou en MLB à cette époque-là, mais c'est assez dingue quand même de voir que des joueurs en football américain sont parfois pris sur des affaires assez importantes de violence, voire de violence conjugale, et continuent quand même à pouvoir être recrutés, et que cet engagement-là de Kaepernick lui vaut au 21e siècle un tel blacklistage, quoi. Tu sais, c'est toujours ces ambivalences entre l'intégration par le sport et le fait que tu puisses pas te saisir de ces valeurs-là pour faire passer tes propres messages. C'est toujours un peu incompris aux États-Unis, le fait de passer des messages, même si c'est pour une communauté, mais ça a quand même on va dire une portée individuelle. C'est toujours très très mal vu qu'on parle du drapeau, qu'on parle des armées, qu'on parle de certaines valeurs, malheureusement dans le sport US. En tout cas, les sportifs en eux-mêmes, quoi. Ouais, le public américain n'aime pas qu'on allie politique et sport en général. C'est souvent mal compris. En tout cas, oui. À la question, Peter, 32 ans, bon, on sait que 32 ans pour un QB, ça reste jeune quand on voit ce que fait Brady encore. Est-ce qu'il a le niveau réel pour intégrer une équipe et faire qu'il soit une plus-value à l'équipe? Alors moi je relègue aussi bien sûr tout ce qui se dit aux États-Unis, les différents spécialistes, ceux qui étaient au workout, qui se sont exprimés. Oui, 32 ans, c'est plutôt une fin de carrière, mais vraiment quand on voit, pour commenter beaucoup de matchs de NFL, peut-être pas les titulaires, à la rigueur on va même pas parler des titulaires, les backups, les numéros 2,
il y a quand même pas mal de franchises où le numéro 2, on a vu beaucoup de blessures cette saison. Le numéro 2 a dû entrer en jeu, notamment par exemple du côté des Jets. C'était ça. Voilà. On va pas citer les exemples, mais c'était compliqué. Colin Kaepernick, je pense, il faut au moins lui donner sa chance. Il faut au moins peut-être en pré-saison le faire le camp d'entraînement. Il faut peut-être faire des workouts un peu plus poussés, chercher un peu à savoir. On voit qu'il y a un problème et à mon avis, malheureusement pour lui et peut-être pour le spectacle et pour le jeu et pour tout le monde, ça va pas bouger. Bah ouais, c'est bien la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que on sait pas dire si les workouts ont été concluants. Est-ce qu'il va être revu par d'autres franchises? Parce que là, on arrive en fin de saison régulière, donc les choses vont commencer à se préciser. Donc c'est maintenant ou jamais pour prendre un spot. Et avec, on va dire, la hype qu'il y a autour de ce nom, s'il n'est pas pris cette saison, est-ce qu'il a réellement une chance de démarrer autre part la saison prochaine, quoi? C'est la question, quoi. Faut espérer qu'il fasse un camp d'entraînement, qu'il soit parmi les 3-4 quarterbacks dans une franchise l'été prochain, où après les cuts se font, on choisit les 2 ou 3 backups, les 2 ou 3 quarterbacks, pardon. Okay. On verra. Là pour cette saison, c'est trop tard, oui, clairement. De toute façon, c'est pour ça que le timing était bizarre. Il aurait fallu le signer dans la semaine d'après. Mais là, c'est trop tard. Mais on verra. Ok. Je crois qu'il y a Melvin qui voulait réagir sur le sujet Kaepernick. Ouais, Kaepernick, moi j'ai eu l'occasion en habitant à San Francisco de voir un peu son ascension quand j'étais déjà à San Francisco, quand il a amené les 49ers au Super Bowl contre Baltimore. Moi, je suis assez pessimiste pour ses chances, malheureusement, parce que il y a tout le contexte extra sportif. Donc on a forcément parlé du débat qui a été détourné sur le drapeau et les armées, alors que c'est pas du tout son intention. Et après, on a aussi les élections présidentielles américaines qui arrivent dans un an. Donc avec un pays qui est déjà extrêmement divisé. Donc je pense pas. J'ai beaucoup de mal à prendre un pari sur Kaepernick, même la saison prochaine, malheureusement. Ok, bon, on va voir. C'est pour lui, malheureusement, un horizon qui n'est pas encore très dégagé. Il a l'air de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour avoir de nouveau une chance dans la ligue. Il faudra suivre ça de près. Je sais que les médias américains en parlent énormément, que ça intéresse beaucoup de monde. Donc on verra dans les mois qui viennent. Hein, je pense maintenant pour la saison prochaine, s'il peut intégrer les 53 joueurs d'une équipe. Écoutez, je crois que si vous n'avez pas de questions, mes amis, supplémentaires, Peter, Melvin, Gaëtan, qu'on a fait le tour, on en est déjà à 1h27. Écoute, je pense qu'on a été pas mal complet dans l'ensemble. On a été pas mal. Il y a de quoi digérer. Il y a de quoi digérer, c'est important. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, de prendre le temps pour cette première, d'avoir une overview complète du fonctionnement de chacun des sports et une actualité un petit peu plus chaude. Voilà ce qu'on voulait vous proposer pour cette première émission. On espère que ça vous a plu. La discussion va continuer sur les réseaux sociaux. On va faire en sorte d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous faire vos retours pour qu'on améliore chaque semaine l'émission. Merci à tous, à bientôt, bonne soirée messieurs, je vous remercie beaucoup. Ciao. Bonne soirée, merci. Ciao, merci. Ciao. Salut à tous.